Au Nigeria, une réunion gouvernement-syndicat s'est tenue ce lundi. Et ce, pour tenter d'éviter une grève générale lancée pour protester contre la hausse de 67% du prix de l'essence. Aux États-Unis, la candidate à l'investiture démocrate, Hillary Clinton, tente de séduire la classe ouvrière blanche dans le Kentucky. Un électorat qui la rejette. Et puis nous parlerons littérature dans cette édition avec la sud-coréenne Hong Kang qui a remporté ce lundi à Londres le Man Booker Prize International pour son roman The Vegetarian. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de l'information que nous démarrons par le Nigeria où le gouvernement a rencontré ce lundi des représentants syndicaux pour tenter d'enrayer un appel à la grève nationale illimitée. Les travailleurs protestent ainsi contre la hausse de 67% du prix de l'essence à la pompe. Les responsables du gouvernement, le Nigeria Labour Congress, NLC, et le Trade Union Congress, TUC, deux syndicats nationaux de travailleurs, étaient toujours réunis à huis clos en fin de soirée lundi. NLC et TUC ont appelé à une grève nationale illimitée à compter du mercredi jusqu'à ce que les prix de l'essence à la pompe, 145 naira, 0,64 € le litre, soient abaissés à 86,50 naira, 0,38 €. Akese Igwe, le président du Nupeng et du Pengassan, les deux principaux syndicats du secteur pétrolier nigérian, a cependant annoncé ne pas avoir l'intention de suivre ce mouvement de grève, quoi qu'il en soit. J'ai dit clairement qu'aujourd'hui, le salaire minimum ne suffit pas. Aucun travailleur ne peut survivre avec le salaire minimum actuel. Et c'est pour cela que nous rappelons clairement, pour notre part, 90% des négociations seraient un gain évident pour une personne ordinaire là-bas qui travaille en tant que Nigérian. Si nous allons vers cette direction, cela signifie regarder la tendance de la réglementation actuelle et ce que nous avons, nous pensons que nous survivrons. Je ne vais pas entrer dans le sujet de la dérégulation aujourd'hui. Mais le gouvernement, dans toute sa sagesse, a pris cette mesure et nous avions besoin de comprendre s'il s'agit de dérégulation ou d'une fixation des prix. Si le gouvernement a régulé les prix dans un marché dérégulé. Le Nigeria, première puissance économique du continent, traverse une grave crise économique et financière causée par la chute mondiale des cours de pétrole, principale source de revenus de l'État et de réserves en devises. Si le NLC et le TUC menacent de paralyser le pays, notamment dans les commerces et les administrations, plusieurs observateurs pensent que, même s'il est maintenu, l'appel à la grève pourrait être bien moins suivi qu'en 2012. D'autant plus si une partie des syndicats y renonce. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a revu ce lundi à la baisse ses prévisions budgétaires à la suite de l'effondrement des prix des matières premières afin de préserver le pays de l'hyperinflation. Les recettes budgétaires de la République démocratique du Congo proviennent pour plus de 50% des secteurs miniers et pétroliers, alors que les prix du cuivre et du pétrole chutent sur les marchés mondiaux depuis le début de l'année. Premier ministre du président Joseph Kabila depuis bientôt 4 ans, Matata Ponyo, qui fut ministre des Finances de 2010 à 2012, considère la stabilisation du cadre macroéconomique congolais comme sa grande réussite. Le Congolais Jean-Pierre Bemba comparaissait de nouveau ce lundi devant la Cour pénale internationale après 5 ans d'un interminable procès. Et la CPI doit déterminer sa peine pour les crimes perpétrés par sa milice en Centrafrique, tandis que Nesper présentait les répercussions des viols commis par ses troupes. Durant ces 3 jours d'audience, les juges entendront plusieurs témoins, les réquisitions du ministère public ainsi que les plaidoiries de la défense. Pour rappel, le 21 mars, au thème d'un procès ouvert en novembre 2010, la Cour pénale internationale a reconnu l'ancien chef rebelle du nord de la République démocratique du Congo, coupable de 5 crimes de guerre ou crimes contre l'humanité commis en 2012 et 2013 en Centrafrique en vertu du principe de la responsabilité du commandant. Jean-Pierre Bemba a été arrêté à Bruxelles en 2008, puis remis à la Cour pénale internationale.
Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci en Ouganda où Kizza Besigye, le chef de l'opposition, a été transféré ce lundi dans une prison de haute sécurité de la capitale Kampala depuis une région reculée du nord du pays. Arrêté mercredi dernier dans la capitale Kampala, il avait été inculpé ce vendredi de trahison par un tribunal de Moroto. Opposant de longue date au président Yoweri Museveni, Kizza Besigye avait été arrêté plusieurs fois avant et après les élections, accusé tantôt de trahison, tantôt de viol, parfois battu et hospitalisé. Lundi, c'est en hélicoptère qu'il a été ramené à Kampala pour y être incarcéré dans la prison de haute sécurité de Luzira après son arrestation mercredi dernier. Il devra y répondre de trahison, l'accusation lui reprochant de persister à se proclamer vainqueur de la présidentielle et sa prétendue prestation de serment. En effet, mercredi dernier, à la veille de l'investiture officielle du président Yoweri Museveni, Kizza Besigye avait procédé à une prestation de serment alternative à Kampala, juste avant d'être une nouvelle fois arrêté par la police et emmené à Moroto, dans la région reculée de Karamoja, au nord-est du pays. Kizza Besigye avait obtenu 35,61% des voix lors de l'élection présidentielle du 18 février, alors que Yoweri Museveni, crédité de 60,62%, a été réélu pour un 5e mandat. Depuis cette date, Kizza Besigye a passé plusieurs semaines assigné à résidence. La trahison est théoriquement passible de la peine capitale en Ouganda, mais c'est une peine de prison à vie qui est encourue, le pays n'ayant procédé à aucune exécution depuis des années. Pour rappel, Kizza Besigye a déjà été inculpé de trahison en 2005, mais les charges contre lui avaient finalement été abandonnées. Des ministres des Affaires étrangères européens, des États-Unis et des pays voisins de la Libye se sont réunis ce lundi à Vienne pour discuter du chaos qui règne dans ce pays miné par les divisions politiques et la menace djihadiste. Ainsi, ces grandes puissances ont décidé de soutenir les efforts de réarmement du gouvernement d'union nationale à Tripoli, qui tente d'asseoir son autorité dans ce pays miné par les divisions politiques et la menace djihadiste. Les participants à la rencontre, présidée par le ministre italien des Affaires étrangères, Paolo Gentiloni, et le secrétaire d'État américain, John Kerry, se sont également dit prêts à répondre aux demandes du gouvernement libyen en vue d'entraîner et d'équiper la garde présidentielle et les forces autorités. Le gouvernement d'union nationale, dirigé par Fayez al-Sarraj et basé dans la capitale Tripoli, est appuyé par la communauté internationale. Fayez al-Sarraj était présent à Vienne. Hors du continent africain, aux États-Unis, aucun candidat démocrate à la Maison-Blanche n'a remporté le Kentucky depuis 1980, à l'exception du mari d'Hillary Clinton, Bill Clinton. La candidate tente malgré tout de séduire dans cet État un électorat qui la rejette, les hommes de la classe ouvrière blanche. Le centre-est des États-Unis tient sa primaire démocrate mardi. Les époux Clinton ont effectué plusieurs voyages récemment dans ces régions minières pour tenter de limiter les dégâts après les déclarations d'Hillary en mars, quand elle a affirmé vouloir fermer beaucoup d'entreprises de charbon très polluantes à l'occasion d'un discours sur les énergies renouvelables. Il reste encore du travail. Nous n'avons pas encore assez de bons emplois avec des salaires qui augmentent pour les Américains. L'Américain moyen n'a pas reçu d'augmentation depuis que mon mari a quitté le bureau présidentiel. La nomination pour le Parti démocrate quasiment dans la poche, Hillary Clinton se positionne clairement pour l'élection générale de novembre, lors de laquelle elle sera vraisemblablement opposée à Donald Trump. Ainsi, après des mois passés à tenter de séduire l'aile libérale du parti, elle a élargi son message économique pour se tourner davantage vers les ouvriers. Et elle a redit qu'elle voulait venir en aide aux régions minières. Nous pouvons avoir plus d'emplois dans l'infrastructure, nos emplois, nos routes, nos ponts, nos tunnels, nos ports, nos aéroports, nos systèmes de distribution d'eau. Nous pouvons mettre des millions d'Américains au travail. Les sondages dans plusieurs États ont montré qu'Hillary Clinton avait perdu le soutien des hommes blancs, à présent largement en faveur de Bernie Sanders. Et dans les premiers sondages pour le scrutin général de novembre, Donald Trump aurait aussi l'avantage chez les hommes de la classe ouvrière blanche, au moins pour le moment.
Allons au Brésil où, à quelques mois des Jeux Olympiques de Rio, le président par intérim Michel Temer a réitéré devant le Comité international olympique l'engagement du pays à faire de ces Jeux une réussite. C'est ce qu'a indiqué ce lundi le nouveau ministre des Sports, écartant une menace de boycott liée à la situation politique interne. On le suit. Les Jeux Olympiques ont été le premier sujet que le président a choisi de traiter dès le deuxième jour de ce gouvernement lors d'une réunion spéciale avec les différents ministres. Cela montre que le président Michel Temer a fait de l'organisation des Jeux Olympiques une priorité. Il n'y aura pas de problème de continuité. Nos relations avec le comité d'organisation sont extrêmement positives. Les relations avec la ville de Rio de Janeiro, avec le maire et avec le gouvernement de l'État sont aussi très positives. Nous ne voyons donc aucun problème de continuité dans cette phase finale d'ajustement des opérations des JO. Nous sommes dans la phase finale des préparatifs. Je dirais même dans la phase de réglage précis des travaux, de construction et des opérations des Jeux Olympiques. Mais absolument, dans les normes, avec une attente positive de recevoir les Jeux Olympiques au Brésil. Et puis, destiné à promouvoir la littérature étrangère dans le monde anglophone, le prix Man Booker International a été remporté cette année par la sud-coréenne Han Kang. Et ce, pour son roman The Vegetarian, traduit en anglais. Un seul ouvrage et une seule traduction peuvent remporter le Man Booker Prize International en 2016. Ce livre, je l'ai entre mes mains, The Vegetarian, de Han Kang. Le Man Booker Prize International, qui récompense un ouvrage étranger, traduit en anglais et publié au Royaume-Uni, est un des prix littéraires les plus prestigieux au monde. Instauré en 2005, le prix était attribué tous les 2 ans et devient annuel à partir de cette édition. Et c'est l'auteur sud-coréenne Han Kang qui a remporté ce lundi à Londres ce prix pour son roman The Vegetarian, la végétarienne en français, qui relate la volonté d'une femme de devenir une plante pour se sauver du côté obscur de l'être humain. Pour la première fois cette année, le prix a été décerné conjointement à la traductrice Deborah Smith, qui a appris le coréen 3 ans avant de se lancer dans la traduction. À travers ce récit extrême, je sentais que je pouvais remettre en question la nature même des êtres humains. Je voulais me pencher sur le difficile questionnement de la signification d'être humain. L'incroyable privilège de pouvoir traduire l'œuvre de Han Kang, la suivre à travers le questionnement dont elle parle et la considérer comme mon amie, ce sont des choses magnifiques dans ma vie. Les 2 femmes vont se partager un chèque de 50 000 livres, soit 112 000 $ ou 63 500 €, mais cette distinction assure surtout une notoriété mondiale et des ventes records. Ainsi se referme cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci.